ça enregistre de mon côté aussi. Donc Loïc va nous moi, faire… je fais rien. Ne t'inquiète pas, il va nous faire signe pour la… Il va lancer la diffusion, Loïc. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Il va nous faire signe. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande conférence « La thérapie en contexte pandémique, thérapie en présentiel et thérapie en ligne, différences paradigmatiques » organisée par l'EPG. Alors c'est le dernier webinaire de l'année 2020, une année particulière, singulière, avant de nouvelles aventures en 2021. Nous terminons donc cette année non pas par un jeudi de l'EPG, mais avec une grande conférence et nous avons la chance ce soir d'accueillir Gianni Franceschetti qui sera présentée dans quelques minutes par Elisabetta Caldera, Gestalt thérapeute et présidente de l'EPG. Et c'est un grand plaisir, Gianni et Elisabetta, de pouvoir partager cette soirée avec vous ce soir. Alors pour le moment, on est 4 à l'écran. Très rapidement, Loïc qui assure la partie technique et moi-même, donc je suis Gaëlle de la com. Allons passer en coulisses pour recevoir toutes vos questions. Questions à poser via le petit icône QR en bas de votre écran. Alors je sais que je me répète pour certains, mais il y a aussi de nouveaux participants. Donc ces questions peuvent être d'ordre technique, Loïc y répondra, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, pour laisser la place aux questions qui vont émerger tout au long de la conférence ce soir sur le sujet qui va nous animer. Elisabetta, je te cède tout de suite la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence. Loïc et moi, on vous retrouve en coulisses. Merci bien, Gaëlle. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Loïc, d'être là parce que tu nous rassures beaucoup avec ta présence. Et merci beaucoup, Gianni, d'être parmi nous ce soir. Je suis vraiment heureuse de te voir parce que le contexte n'est pas facile et ta présence me réjouit vraiment. Donc, nous passerons un moment avec toi pour parler de la thérapie en contexte pandémique. Avant de commencer, j'aimerais bien quand même te présenter, même si tout le monde te connaît. Je sais que vous êtes nombreux, même si on ne vous voit pas, donc on vous imagine. Et on aura besoin de vous aussi à un moment donné. On aura vraiment plaisir de vous entendre avec vos remarques, avec vos questions. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Donc, Gianni Franceschetti, il est psychiatre et gestalt thérapeute. Il est co-directeur de l'Institut international de psychopathologie et psychothérapie de la Gestalt à Turin avec Michela Gecele. Il est aussi professeur à contrat à l'Université de Turin au département de psychologie. Trainer et superviseur international et ancien président de l'EAGT, l'association de Gestalt thérapie. Il est auteur association européenne de Gestalt thérapie. Il est auteur aussi de plusieurs publications qui ont été traduites en français par l'Esprimerie. Je pense que la première a été Attaque de panique et postmodernité. Ensuite, on a eu Psychopathologie en Gestalt thérapie qui a été extrêmement précieuse comme publication parce que nous a permis de faire une réflexion de la psychopathologie en Gestalt. Ensuite, on a eu l'absence et un pont entre nous, où tu nous parles de l'expérience dépressive. Et dernièrement, tu as publié en anglais pour la Cambridge School Publishing, qui est une prestigieuse maison d'édition. C'est en anglais, donc Psychopathology and Atmospheres, Neither Inside nor Outside, qui voudrait dire psychopathologie et atmosphère, ni à l'intérieur, ni dedans, ni dehors. Dis-moi si tu veux ajouter quelque chose. Ou… Déjà beaucoup. Oui, déjà beaucoup. Donc, je voulais introduire un petit peu cette soirée avec des éléments de contexte
Alors, je me suis amusée à faire un exercice parce que j'ai un mari qui est passionné des films de pandémie, des trucs comme ça. Et dans ces films horribles où il y a toujours un virus, parce que les Américains l'appellent virus, arrive, il y a la pagaille, des choses horribles qui arrivent, mais il y a aussi un petit flashback qui montre qu'est-ce qui se passe juste avant l'événement déflagrateur. Et donc, j'ai voulu regarder un petit peu qu'est-ce qui se passait dans le monde d'avant, celui qu'aujourd'hui on appelle le monde d'avant. Et évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais il y avait quand même un contexte déjà particulier. On ne parlait pas de crise sanitaire, mais on parlait quand même de crise écologique, on parlait de crise sociale. En particulier en France, on a eu à la fin de l'année des grèves, on a eu beaucoup de conflits aussi par rapport aux Gilets jaunes, on a eu des attentats. Donc on avait quelque chose de l'ordre de l'épuisement aussi, une forme d'épuisement qui était présent dans la société française, qui n'était pas probablement la même situation en Italie. Et il y a des philosophes, et il y a une philosophe en particulier qui s'appelle Cynthia Fleury, qui est aussi psychanalyste, qui disait qu'à cause de ce qui s'appelle le rationalisme gestionnaire, qui est la manière de s'exprimer du néolibéralisme, là, on va dire que la performance s'exprime par le quantitatif, que c'était un monde où on devait faire toujours plus. Et en réponse à ça, il y avait un état de fatigue et aussi de désensibilisation, dont d'ailleurs toi tu as pu parler à des moments donnés dans tes conférences ou dans tes écrits. Donc le monde d'avant était déjà un monde en crise et qui souffrait d'une forme entre l'anesthésie, la fatigue, il y avait beaucoup d'exemples comme ça, et aussi des réponses avec cette exigence du monde, une forme de dépression aussi qu'il y avait. En tout cas, c'est ce que nous on remarqué dans nos cabinets en France. Ensuite, il y a eu le virus, et là, tout d'un coup, tout s'arrête. Et donc, il y a eu des manifestations particulières qui ont émergé. Déjà, un peu de soulagement quand même, puisque tout le monde s'était arrêté. C'était exceptionnel, ça. La planète s'arrête. Donc, on a fait un peu pouf. Et ensuite, par contre, on s'est rendu compte qu'en arrêtant de bouger, on avait du temps. C'est comme si le temps avait pris plus de place finalement. Et il y a eu une forme de résensibilisation grâce aussi à ces arrêts. Donc, il y a eu du bon, des prises de conscience, une prise de conscience aussi de l'aliénation, beaucoup en France, des personnes qui ont voulu déménager de Paris, par exemple, ou des grandes villes. Et aussi, il y a eu petit à petit, et c'est ce qui est présent de plus en plus, une vague de mal-être psychique profond qui a augmenté. Aujourd'hui, les psychiatres nous disent que la troisième vague sera peut-être pas virale, mais sera psychiatrique. Ils sont vraiment très inquiets ici pour des formes de souffrance aiguë qui commencent vraiment à émerger de manière massive. Et en parallèle, sur un plan social, il y a, en France en tout cas, beaucoup de fractures, beaucoup de ressentiments, beaucoup de violences qui émergent. Donc déjà, avec ce premier tableau, je voulais savoir, toi, comment tu perçois les choses, comment tu les vois, quels sont les éléments pour toi qui font figure aujourd'hui, et qu'est-ce que cet événement pandémique aussi parce qu'il y a eu quand même une pause entre les deux, l'été, où il y a eu une accélération aussi. Il n'y a pas eu d'élaboration, mais plutôt presque une fuite en avant. Et là, rebelote, on est reconfiné, mais cette fois-ci, c'est moins massif, c'est plus flou, c'est plus gluante presque. Et donc, je voulais savoir déjà, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Bien, merci Elisabeth, tu as déjà dit beaucoup. Et je vais un peu
attaché à quelques points que tu as déjà développés. Je remercie avant tout toi pour coordonner ça, pour m'aider avec mon français qui est très basique. Qui est très bon. Qui est très... On va se débrouiller. Tu as l'occasion de m'aider, tu verras. Mais, Et merci à l'EPG pour cette, je dirais, chance de réfléchir. Je pense que quand on est tous dans la même situation, c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe. C'est difficile pour les poissons de savoir qu'il y a l'eau. Donc, nous sommes dans une situation et de réfléchir sur la situation, c'est quelque chose que pour moi, c'est important comme clinicien avant tout, comme citoyen. Oui, je suis un clinicien, donc mes points de repère sont ce que vient de ma profession, qui est du travail thérapeutique et de l'exploration psychopathologique. Donc, c'est ça. Mais avant tout, tu as dit que le monde avant, c'était un monde en crise. Je pense que c'était un monde en crise. Je pense que ça, ce n'est pas une nouveauté. Je pense que le monde est en crise après Adam et Ève. c'est pas. Donc, commencer très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours la même crise. Les crises ont des différents points de repère, points de soutien et points de fracture ou de nécessité de repérer du soutien qui n'est pas là dans la société. Donc, je pense que un des points de repère pour moi, c'était que la société s'était très accélérée. Nous vivons un temps qui est très pauvre de temps. Il y a un sociologue que j'aime, contemporaine, qui est Hartmut Rosa, un sociologue allemand, qui a publié un petit livre sur aliénation et accélération. Je pense que c'est un livre intéressant parce qu'il met en évidence que l'accélération du temps, c'est une caractéristique du temps avant le lockdown, avant la pandémie. Et une autre caractéristique que a marqué les dernières années, c'est le changement de la technologie de communication. Je pense que le 2009-2010, quand les smartphones ont commencé à circuler, ça a changé aussi le monde d'un point de vue social parce que nous avons des canaux entre les lieux et entre les temps. Donc, tout est à portée de ma main. Je peux maintenant, peut-être qu'il y a des gens entre les participants à la conférence qui sont en train d'aller acheter des choses pour Noël et en même temps, ils sont en train de nous écouter. Ils peuvent arriver avec ses mains dans un lieu où peuvent prendre quelque chose qui arrivera à la maison. Donc, la caractéristique de l'accélération et d'avoir un peu tout à portée de ma main, c'est la caractéristique de l'expérience maniacale. C'est une expérience du temps qui est accélérée et de tout à portée de ma main. Et ce n'est pas par hasard que dans le même temps, il y a une croissance de la dépression qui a été très impressionnante dans les dernières 20 années, une croissance de l'utilisation des antidépresseurs qui est augmentée de 800% dans les dernières 20 années. Donc, je dirais que nous venons d'un temps bipolaire. Ah oui. Un temps où il y a soit l'accélération et tout est possible, soit une grande manque de temps, de pause. Donc, quand on fait une pause, on va tomber dans la dépression. Et la pause est déjà définie comme dépression dans des cadres nosographiques qui sont très, je dirais, déformés à inclure beaucoup de choses qui sont seulement la nécessité de pause, l'être fatigué ou la tristesse déjà dans la dépression. Donc je pense que nous venions d'un monde qui était bipolaire, accéléré, avec une autre face de la lune qui était la dépression.
Et quand le virus est arrivé, virus vous dites en français? Virus, oui. Virus, quand le virus est arrivé et le lockdown est arrivé, le temps a changé. L'accélération s'est fermée. Pour beaucoup de gens, ça a été la possibilité de respirer, ça a été un soulagement. Et donc, le temps, je dirais, que est devenu suspendu et avec une attente de changement. Je me rappelle beaucoup d'interventions publiques, de vidéos, de mouvements en Italie, mais pas seulement. Ça, finalement, nous fait sentir ce qui est important. On va changer, on va utiliser ça pour améliorer notre vie. Et je pense que ça n'est pas en train de passer. Je pense que l'été a été une accélération, comme tu disais. Maintenant, on est à nouveau dans un temps suspendu. Je pense que la suspension du temps dans ce moment ici, c'est quelque chose qui me semble important. Parce que c'est comme il y avait dans les années 90, Miguel Benazayac disait, le psychanalyste parisien, disait que le futur promesse était devenu une future menace. Je dirais que maintenant, nous sommes dans un futur qui est suspendu dans le brouillard. Ouais. C'est quelque chose qui n'arrive pas à être clair avec, même du point de vue médical, c'est très difficile d'avoir une clarté de ce qui se passe. Donc, nous sommes dans un temps qui est suspendu. Et ce n'est pas un temps d'assimilation, le temps suspendu. C'est un temps d'attente. Le temps d'attente suspendu qui va continuer sans avoir des mouvements de rencontrer la nouveauté et après d'avoir l'assimilation. Ce temps d'attente de ce qui peut arriver, nous ne savons pas qu'est-ce que sera, c'est le temps un peu obsessionnel. C'est le temps de celui qui est obsédé, obsédé. Mais quand tu es dans une petite château sur la colline et il y a les ennemis qui arrivent et attendent que tu... Assiédié. Oh là là. Assiégé. Merci. Tu vois que... C'est le temps de quand tu es assiégé. Mais dans le siège médiéval, il y avait un château, il y avait des murs, il y avait un espace, il y avait les ennemis. Maintenant, c'est tout dans le brouillard. Nous sommes dans une attente, on ne sait pas de quoi et sans de repères. Je pense que ça, c'est quelque chose qui caractérise. Donc, on est dans une attente et je pense que quand on arrête cette attente et la pandémie va passer, je n'ai pas beaucoup de confiance que quelque chose changera. Je pense que le revenir à l'accélération sera la chose la plus probable et avec ça, peut-être un peu de dépression par la chance qui a manqué. Je ne sais pas, je me sens un peu pessimiste quand je dis ça, mais ça me mobilise un peu à penser quoi je, personnellement, pourrais changer, prendre la charge de changer quelque chose. Ne pas attendre que le changement arrivera comme effet de la pandémie. Je ne pense pas ça. Donc, un changement du temps et avec ça, un changement de la psychopatho aussi. C'est-à-dire un changement de la psychopatho? Qu'est-ce que tu entends par là? Mais il y a un grand nombre de recherches sur ce qui se passe du point de vue du malaise psychique dans la pandémie et dans le lockdown. Et il semble plutôt clair parce qu'il y a pas mal de méta-analyses de recherche qui plutôt clairement dire plus ou moins la même chose. Ça, il y a des recherches faites en Europe, des recherches faites dans les États-Unis, en Chine, ce que je connais au moins. Et plus ou moins, ces recherches vont dire que dans la population, il y a
plus ou moins du 40 au 50% de la population qui va avoir du malaise psychique. Plus ou moins, c'est une 30%, c'est une expérience d'anxiété et tout ce qui est corrélé. 20%, 17%, c'est, selon les recherches, c'est connecté à la dépression. Et 5-8%, c'est connecté à des autres expériences connectées au stress, comme l'augmentation de l'agressivité ou les troubles du sommeil, quelque chose comme ça. Donc, il y a un impact qui est fort sur la santé mentale, on pourrait dire. Mais ces recherches sont faites surtout avec des questionnaires qui sont envoyés online à la population, dont le champion n'est pas vraiment représentatif parce que ceux qui vont répondre sont déjà sensibilisés à ça. Donc, je trouve intéressante une autre recherche qu'on a fait dans un groupe de francophones, que si je me rappelle bien, c'est Andreas Reif, qui est le chef d'une recherche qui dure de 3 ou 4 ans. C'est une recherche sur la résilience dans la population. Donc, ils ont pu voir l'effet de la pandémie sur un groupe de population qui était déjà étudié. Donc, on a vu que les gens qui n'avaient aucun malaise psychique avant ont eu un effet qui est clair. Plus ou moins 80% ont maintenu une bonne santé mentale. Plus ou moins le 10% ont eu une malaise pour les premières 3 semaines et depuis, ils se sont sentis bien. Et 10% ont eu un important détérioration de la santé. Donc, 10% sur une population qui n'avait pas de malaise, c'est quelque chose qui est relevant et c'est plutôt contrôlé. Une autre donnée qui m'a beaucoup frappé, c'est une prévision. Donc, c'est une prévision, mais basée sur des recherches statistiques qu'on a fait dans les États-Unis. Et la prévision, c'est d'avoir dans les prochaines 10 années 75 000 morts pour disparition. Et disparition, c'est l'addition de suicides et de morts pour l'utilisation de drogue. On dit drogue? On dit drogue? Oui. Oui. Et ça, c'est connecté au COVID. Ça, c'est une prévision qui est impactante. Ce sont des numéros, mais je pense que c'est impactant. Il y a eu en effet une augmentation des addictions, qu'il soit l'alcool, qu'il soit des drogues en ce moment. Et l'alcool est augmenté spécialement dans les professionnels médicaux. Ah ouais. Dont les infirmières, les médecins ont eu une augmentation de la consommation d'alcool plus forte que la population générale. Ça nous dit quelque chose du stress qu'ils sont en train de vivre. Ouais. Mais il y a un autre côté aussi que je trouve intéressant, c'est que ces recherches parlent de symptomatologie, donc anxiété, dépression, suicide, donc aussi troubles connectés au stress. Mais c'est aussi intéressant de considérer que dans un expériment social comme le lockdown, il y a un changement de l'environnement qui va nous demander un ajustement de la personnalité qui normalement n'est pas si simple d'un jour à l'autre. Ça nécessite du temps. Donc, normalement, la première réaction d'une personnalité qui est trop sollicitée, c'est d'intensifier la personnalité même. Donc, les troubles de personnalité dans un expériment social comme le lockdown vont
un peu intensifié, Entier, sanctifié, devenir plus c'est fort, plus plus intense. intense. Ouais, ouais. Et donc, beaucoup de réactions d'anxiété, par exemple, sont seulement des formes de, je dirais, de réactions de personnalité qui sont en train de s'ajuster, qui doivent s'ajuster. Et par exemple, on a eu, je pense, dans le lockdown, une croissance des réactions hystériques. Beaucoup d'anxiété, ce n'était pas de la vraie anxiété, je dirais, c'était plutôt une manifestation représentative des formes hystériques. Je pense que nous avons eu une hystérisation de la société. Mm. Ou aussi, parce que l'hystérine est endémique dans notre contexte social. Donc, quand il y a quelque chose qui va perturber beaucoup l'ajustement entre la personne et l'environnement, donc la personnalité, il y a une augmentation de l'intensité des formes de personnalité. Donc, nous avons eu, je pense, une hystérisation. Et je pense qu'on a eu aussi une croissance de la dimension psychopathique, de la dimension que j'appelle psychopathique, autres appellent sociopathique, mais je pense que c'est psychopathique. Donc, une forme de réification de l'autre qui est un peu augmentée. Donc, ce n'est pas seulement la croissance d'anxiété, de dépression ou de stress ou de malaise du sommeil, mais c'est aussi des mouvements d'ajustement des formes de personnalité que deviennent un peu plus visibles parce que les troubles de personnalité normale sont la psychopathologie invisible qui est dans la société, mais on ne la voit pas parce que tout le monde est comme ça. Tout le monde est un peu hystérique, je pense, tout le monde est un peu psychopathique. Et donc, il y a eu une croissance de ces dimensions-là, qui vont aussi être visibles comme anxiété quelquefois, pas comme... mais c'est important de voir qu'il y a des mobilisations de la personnalité dans la clinique. Quand tu parles d'ajustement, ça pourrait être aussi quelque chose de sain, hein, ces mouvements, et provisoire, c'est-à-dire qu'on bascule un peu parce que il y a quand même des vagues, des mouvements dans l'environnement et après, hop, on peut... Oui. Oui. C'est sain si ça porte à une, je dirais, transformation. Oui. Et si c'est pas trop sain, si je deviens un peu plus hystérique et puis je deviens l'hystérique que j'étais auparavant. Ça, c'est seulement, je dirais, de la résilience. Oui. On utilise beaucoup, et j'aime beaucoup aussi qu'on utilise le terme résilience dans une connotation positive, parce qu'on pense à la possibilité de tolérer quelque chose de violent qui arrive, non? Mais résilience, c'est très important pour moi de noter que la résilience, c'est la capacité d'un matériel de être déformé et puis de retrouver la forme qu'il avait auparavant. Mais Il n'y a pas de transformation, tu dis. il n'y a pas de transformation. Je pense aussi que utiliser résilience dans les êtres humains, c'est pas correct à la base parce que les êtres humains ne sont pas de la gomme. La gomme, oui. De la gomme. Caoutchouc, de la gomme. De caoutchouc. Le caoutchouc est très résilient. Tu le tires et il retrouve la forme. Un être humain, si fait juste seulement comme ça, c'est pas un vrai ajustement créateur à une nouvelle situation. C'est de résister pour retrouver une vieille forme. Et ça nous porte à pas assimiler rien si le mouvement c'est seulement ça. Donc, quelquefois, réduire l'anxiété dans une situation comme celle-ci, c'est de faire le jeu de la résilience, c'est-à-dire de porter la personne à être comme était auparavant. C'est de perdre la chance de transformation et de nouveauté. Je pense que ça, c'est un risque au niveau individuel et social, de réduire les symptômes et de renforcer l'ajustement de personnalité qui était troublé auparavant. C'est clair ce que je dis? Très clair, oui, Vous oui. aussi pensez?
C'est du français, oui, oui. En tout cas, moi, je le comprends, mais je suis C'est mon italienne. français, oui. On verra s'ils ont compris, on demandera. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Et donc, quand tu dis faire attention à cette résilience que comme tu l'as définie, c'est revenir un peu à la case de départ, hein, mais c'est pas vraiment euh, se transformer. Il y a pas effectivement un processus d'assimilation. Euh, c'est tout le travail du soin finalement d'aider à intégrer à travers ce mouvement-là, et donc tous les processus d'élaboration qu'on a besoin de faire, mais que moi je suis d'accord avec toi, je suis pas très optimiste. Quand j'ai vu que cet été on s'est précipité dans l'accélération, je me suis dit aïe, là on n'en fait rien effectivement. On veut retourner comme avant, mais ça ne sera plus comme avant. Et là, il y a effectivement, comme tu dis, cette résilience où on revient comme on était, mais on n'allait pas bien non plus. Donc, c'est inquiétant. Oui, et c'est pas simple de assimiler une nouveauté grande comme celle qu'on est en train de vivre parce que beaucoup de gens, moi aussi, beaucoup de mes patients m'ont dit au commencement du lockdown, mais c'est un peu comme être dans un film, c'est pas réel tout ça, c'est un peu comme être dans un film. La différence est que le film va terminer, tu vas sortir du cinéma, tu parles avec tes amis, tu fais des commentaires, et l'atmosphère qu'il y avait dans la salle du cinéma qui te tenait et qui te faisait trembler peut-être pour ce qui était en train de passer dans le film, quand tu en sortes, tu peux y réfléchir, tu prends une distance, tu vas te différencier, tu en parles avec les amis et puis tu vas manger une pizza peut-être. Mais ici, on n'a pas l'ordre de la salle. Ici, on ne peut pas sortir de la salle du cinéma. Ici, on est dedans. C'est pour ça que je disais, c'est une chance pour moi un peu de réfléchir sur ce qui nous passe. Parce que seulement si on peut se différencier un petit peu, on peut assimiler et pas seulement faire le mouvement de rimbalzare. Rebondir. Rebondir, oui, parce que résilience vient du latin qui veut dire rebondir. Rebondir, c'est pas changer, rebondir, c'est pas croître, rebondir, c'est pas se transformer. Et pour se transformer, avoir l'espace de la différenciation, de pouvoir un peu réfléchir de ce qui se passe, je pense que c'est très important. Et je pense qu'il faut le faire un peu ensemble, ça. Oui. Comme différenciation. C'est quelque chose qui passe à travers, je dirais, des réseaux, un peu de communauté dans cette société liquide où les réseaux sont un peu instables, mais quand même, nous en avons. Oui. Oui, c'est un peu avec cette désir et ce besoin aussi on t'a proposé ce soirée, hein, parce que quand il y a une crise, quand même, on est dans un effet tunnel, hein, on risque. Et après, je pense que c'est aussi se produit des formes de clivage, le bon, le mauvais, et aussi on l'a pas encore nommé, mais j'ai l'impression qu'il y a une montée des projections paranoïaques en ce moment, en tout cas en France, extrêmement fort, qui s'expriment avec des mouvements très violents aussi. Mais peut-être qu'en Italie, c'est plus calme, je ne sais pas. Je me suis... Je ne sais pas si c'est plus calme, mais sans doute si je suis dans une temps qui est une attente de quelque chose que je ne sais pas ce qui sera, et je suis dans le brouillard, mais oui, je deviens paranoïque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de clarté. La paranoïa, c'est une forme de clarté qui arrive quand l'angoisse de l'indifférencié est trop forte. Je fais un délire. Donc, je pense que dans le brouillard et dans le temps suspendu de l'attente, il y a la nécessité de trouver une simplification claire. Donc, peut-être le complotisme est une réponse à ça. Dénier
que ça existe, c'est une forme de faire de la clarté. Il n'existe pas rien, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de brouillard. C'est tout fake, c'est tout faux. 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 Oui. Ou au contraire, je peux être paralysé de la terreur, donc tout est dangereux et tout sera terrible. C'est difficile de maintenir, je dirais, un équilibre quand tu es dans l'attente, dans le brouillard, et tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des films comme ça, j'ai la représentation quand on est De dans le Fogg, il y avait un vieux film des années 80 de Fogg qui parlait du brouillard à Londres. donc, c'est une situation très angoissante. Mm. Donc, l'espace de l'équilibre, d'avoir une attention et pas de la terreur, d'avoir une attention et pas de dénier, c'est un espace qui n'est pas trop grand. Et puis, il y a aussi le grand problème, je dirais, économique pour des parties de la population qui n'arrivent pas à être représentées. Donc ça, quand tu n'as pas de voix, tu deviens violent. Ça, c'est un autre élément, je pense. Et un autre élément, c'est un élément physiologique. Pour citer, j'ai beaucoup de points de repère à Paris. Un autre, je dirais, un homme qui a été important pour moi a été Henri Laborie. Travaillé à Paris et avec tous ses explorations et travail sur le stress. Et il a montré très, très clairement que quand il y a une situation de stress, la première chose, c'est chercher à fuir. Mais il y a une autre possibilité quand tu ne peux pas fuir qui va faire du bien au niveau physiologique, c'est de devenir agressif. Il montrait très clairement les souris, quand ils ne pouvaient pas fuir, ils commençaient à lutter. Ça ne portait rien en termes d'échapper au stress, parce que le stress était là, mais il avait moins de conséquences pathologiques. Donc, ça décharge, en quelque sorte, il y a une forme de soulagement. Donc, il y a une croissance d'agressivité, de rage qui a une raison qui est physiologique, c'est comme ça. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de raisons de cette violence qui va un peu augmenter. On ne peut pas réduire à une seule cause. Et ça, c'est une autre que il faut considérer, je pense. C'est aussi probablement aussi le fait de se sentir, de ne se sentir plus maître de sa vie, qu'on se sent extrêmement entre les mains de tout un tas de choses qu'on ne maîtrise plus et que donc ça devient insupportable et ça peut mettre en rage. Et comme tu dis, puisqu'il n'y a pas un véritable objectif, il n'y a pas quelqu'un, effectivement, après c'est... Tu vois, dans une société où tout est permis, tout est à la portée de ta main, si tu es mis dans une cage, ça devient intolérable. Nous ne sommes pas préparés à ça. Ouais. Et ça, c'est une frustration très grande en général, mais je pense que dans une société comme la nôtre, c'est une très grande frustration parce que nous ne sommes pas préparés à vivre vraiment les limites. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on peut s'attendre à des moments d'explosion de violence. Je pense qu'on les voit quelquefois. Et oui, je pense que c'est une situation qui peut être plutôt explosive si on ne va pas je dirais, à soutenir des besoins qui sont vraiment, je dirais, des besoins économiques avant que psychologiques qui sont vraiment forts dans certaines situations. C'est un peu il y a toujours cette philosophe, Cynthia Fleury, qui disait que la différence entre le soin et l'esprit gestionnaire rationnel, c'est que
dans cet esprit, il faut économiser le temps, être efficace et s'appuyer sur les forces et les points de force, éliminer tout ce qui est vulnérabilité, parce que ça fait perdre du temps, c'est pas productif, etc. Or, l'espace du soin, c'est au contraire l'espace où la vulnérabilité, on la transforme, on la fait devenir capacitaire, elle dit. C'est-à-dire que la vulnérabilité, dans l'espace du soin, que c'est un espace plus inclusif, plus holistique aussi dans notre manière de voir et de concevoir les choses. Déjà, c'est plus performant face à des crises parce que inclut la vulnérabilité et rend la vulnérabilité capacitaire. C'est-à-dire que ça devient une ressource finalement. Or, ce qui se passe et ce que je comprends que tu dis, c'est que on n'est plus du tout capable de concevoir la vulnérabilité, la limite comme des ressources, comme des opportunités, mais ça me fait juste sentir l'incapacité, comme dans ce schéma hyper productif de croissance perpétuelle. Et donc, à la fin, finalement, on n'arrive pas vraiment à croître, donc à progresser. Bon, c'est un peu comme le hamster qui c'est vrai, qui bouge, mais il criceto, et qui tourne dans la roue, mais il va nulle part finalement. Je n'arriverai pas à être si pessimiste à dire que nous ne sommes plus capables. Je dirais que notre travail, c'est de faire de la vulnérabilité la force ou de limite le point d'appui pour se mobiliser. Donc, je pense que ça est présent dans notre monde, mais ce n'est pas ce qui est soutenu au niveau, je dirais, des organisations. C'est quelque chose qu'à niveau social est plus, disons, présent à un niveau qui n'est pas beaucoup soutenu économiquement. Je dirais que On est un peu des losers si on est dans ces zones-là, socialement. On n'est pas les gagnants, c'est les forts. Donc, il y a aussi toute une, comment dire, à niveau de l'imaginaire, hein, toute une nouvelle production d'images aussi de réussite qui a à faire dans nos cabinets probablement. Oui, quand je disais qu'on n'était plus capable, effectivement, c'est un peu rapide, mais oui, c'est... oui, je comprends ce que tu dis, je comprends, mais je voulais Oui, souligner oui, non, mais tu as raison. une compétence que sur la planète est plutôt présente. Hmm. Oui. Oui, puis je pense qu'une autre source qui soutient la violence, c'est un effet, je dirais un effet collatéral des nouvelles technologies. Je pense que c'est pas prévu, mais c'est un side effect. J'ai vu cette réflexion basée sur une recherche, c'est que un effet de l'utilisation des instruments technologiques, c'est qu'ils vont construire autour de nous un environnement avec lequel nous sommes en contact qui est similaire à nous. Si je vais acheter un poncho, puis beaucoup de publicité sur d'autres ponchos arrive à moi. Si je vais acheter un vin, puis je recevrai ce vin. Si je vais voir un film, je recevrai des publicités de ce film. Donc, peu à peu, l'environnement que je rencontre dans mes fenêtres sur le monde sera un environnement qui est de plus en plus près de moi. Donc, si tu ça le regardes du point de vue politique, je suis de plus en plus confirmé que ce que je pense, c'est juste. Et je suis très peu exposé à la différence, de moins en moins. On a vu, par exemple, dans les élections des États-Unis, la polarisation énorme. Et ça, il y a beaucoup de raisons, c'est une complexité, mais il y a aussi un effet collatéral de l'utilisation des nouvelles technologies qui vont polariser les groupes. Mais beaucoup plus en contact avec ce qui est similaire, qui dit la même chose que toi,
est bien moins en contact avec ceux qui disent la différence et ça va s'extrémiser. Et je pense donc qu'il y a beaucoup de raisons pour la difficulté de dialogue et l'augmentation de la violence. C'est très complexe. Et en même temps, la technologie, c'est un peu paradoxal parce que, par exemple, grâce à elle, ce soir, on peut se voir. absolument. Grâce à elle, on a pu continuer à travailler. Donc, c'est aussi le fait que l'être humain n'arrive pas à ne pas être en lien, en contact. Je vois que le temps avance, mais je voulais juste peut-être te poser cette question parce que c'est quelque chose de récurrent, surtout chez les gestalt thérapeutes, hein, sur justement l'utilisation de nouvelles technologies dans la psychothérapie, en particulier dans la gestalt thérapie. Toi, non, tu as fait une interview tout au début tu as donné une interview tout au début du premier confinement, mais peut-être que des choses ont, entre-temps, tu as pu réfléchir autrement ou ajouter des choses. Comment tu vois aujourd'hui les choses? Mais oui, je dirais que j'ai continué à réfléchir sur ça, mais la position de base pour moi reste la même. C'est-à-dire que je travaille online avant du confinement, c'est des années que je travaille online. Mais j'ai une bonne expérience de travail online. Ça ne signifie pas que je conseillerais ou j'aimerais faire tout mon travail online. Je pense qu'on a travaillé online parce qu'il y avait une pandémie. Ça, c'est un point de cadre pour moi. Mais la base, pour moi, c'est que si la gestalt thérapie est une théorie et une pratique de l'expérience, et c'est une thérapie de la gestalt, de se faire de l'expérience, ou on dit que ça, c'est pas une expérience, ou on peut appliquer la gestalt thérapie. Donc, pour moi, il n'y a pas, c'est clair que là, on peut travailler avec tout la posture thérapeutique de la gestalt thérapie online. Pour moi, c'est clair. C'est pas besoin de changer le paradigme. Puis, on peut dire ça, on peut voir toutes les différences qui sont dans une situation comme celle-ci, que sont beaucoup de différences. Et tu m'as demandé si j'ai encore réfléchi. Oui, parce que la première chose que je pense, c'est que c'est un processus d'apprentissage. Dans cet article, je faisais l'exemple qui me plaît beaucoup de Saint-Augustin, que dans les Confessions, il a écrit de cet homme extraordinaire qui était Sant'Ambrogio da Milano, un homme extraordinaire qui était capable de lire les mots sur un livre, de les entendre dans le cœur, de tenir la bouche fermée et la langue immobile. C'était extraordinaire. Cet homme extraordinaire est capable de faire des choses que tous les enfants à 7 ou 8 ans sont capables de faire maintenant. Donc, on a eu un apprentissage social. Et je pense que c'est très important de considérer que nous avons des apprentissages individuels et sociaux. Donc, l'utilisation de ça et d'autres instruments technologiques, c'est quelque chose qui est en train de se développer. On a parlé beaucoup de la limitation du corps dans l'online. Oui, c'est vrai. Par exemple, j'ai dû apprendre qu'il y a je pense pour un mécanisme des neurones, des mirror neurons. Neuron miroir. Oui. Je pense qu'il y a une sollicitation de la part plus haute et du visage. Et donc, j'ai dû apprendre à ne m'oublier pas du reste de mon corps comme caisse de résonance, je dirais, qui m'informe de ce qui se passe à moi et dans la situation. Mais je pense que, et puis, oui, bien sûr, je ne peux pas embrasser mon client.
ça c'est une limitation, mais je dois aussi dire que quelquefois, on peut embrasser un client et rien ne se passe du point de vue corporel. On peut sentir le désir de l'embrasser, le manque et la douleur peut-être, la peine de ne pas l'embrasser, et ça devient transformateur comme un embrasse. Donc, je pense que pour ce qui concerne le corps, oui, il y a des différences, mais il y a aussi une, une existence de la fonction ça corporelle dans cet espace et temps qui est très soutenant et très fort. Je suis plus interrogé sur, je dirais, la fonction personnalité. Parce que, parce que il y a je pense qu'il y a une difficulté, un changement important, peut-être une difficulté sur l'assimilation de la séance. Parce que tu ouvres cet espace et puis tu vas le fermer sans avoir un développement, un petit ou long voyage pour y arriver, un petit ou long voyage comme une pause après. Donc pour moi, c'est très important que le client se prenne une pause après la séance parce que la pause, c'est le moment de l'assimilation. Et comme nous sommes dans une société qui ne soutient l'assimilation parce que nous soutient les pauses, ne soutient l'assimilation parce que ne soutient pas le passé, soutient le futur continuellement. Donc, le thème de l'assimilation, pour moi, c'est important. Et on a vu dans quelques recherches que, par exemple, la façon de prendre les notes des thérapeutes dans une séance, après une séance online ou après une séance en présence est différente. Après une séance online, il y a beaucoup plus qui viennent d'écrire parce que je pense qu'il y a beaucoup moins d'assimilés. Donc, je pense, et ça c'est plutôt une question de la fonction personnalité plutôt que de la fonction ça. Je pense que ça c'est intéressant. Je te donne encore, je tente de donner de... Oui, bien sûr. Oui. Après, on ouvre les questions à Gaël, si tu es d'accord, Jan. Oui, oui. Deux petites choses. Un, c'est que ici, dans notre institut, en collaboration avec l'Université de Turin, on a créé, parce qu'on l'a validé, un questionnaire sur la présence en thérapie. C'est une ligne de recherche qui continue, une ligne de recherche de Leslie Greenberg et de quelqu'un d'autre qui ont travaillé sur la présence en thérapie. Nous avons ajouté une dimension relationnelle à la présence et c'est un instrument, c'est un questionnaire qui font le thérapeute et le client après la séance séparément avec des questions qui sont sur des coordonnées qui sont connectées à la présence. Et on avait fait la validation de l'instrument avant la pandémie. Donc, nous avions cet instrument utilisé. Et puis, on a fait on a utilisé cet instrument dans la thérapie online. Et on a vu que l'expérience de présence est plus ou moins la même. C'est-à-dire que soit le thérapeute, soit le client n'ont pas une expérience de présence en thérapie qui est différente quand ils sont online. Et aussi la cohérence entre l'évaluation des deux est plus ou moins la même en présence ou online. Donc, ça, comme d'autres recherches, disent que ça marche. Et ça, c'est intéressant, ça correspond à mon expérience. Donc, je deviens un peu suspicieux, parce que je pense que ça marche, je vois, j'ai l'expérience que ça marche,
mais je ne crois pas que ça peut être la même chose dans le monde. Donc, qu'est-ce que je ne suis pas en train de voir comme différence? Qu'est-ce que ces recherches ne sont pas capables de voir? Ça, pour moi, c'est important de tenir la question ouverte sur ça, parce qu'il n'y a pas de technologie qui n'a pas d'effet. Toute technologie a des faits. Et pour moi, et ça c'est la seconde chose que je veux partager, un point de référence pour moi, ce n'est pas un Français dans ce cas, c'est un Canadien de Toronto, qui est Marshall McLuhan, que je cite beaucoup parce que c'était génial ce qu'il a vu. Il a publié dans 1964 Understanding Media, comprendre les instruments de communication. Et il a noté une chose géniale, c'est que toute technologie va amplifier, va potentier un organe que nous avons, comme les lunettes, les yeux ou la roue. La roue, on dit? La rue, la rue, c'est la vie, hein, la roue. La roue qui va potentier mes jambes. Mais le fait, c'est que quand la technologie va potentier un organe, il va aussi le rendre plus faible. Parce que mes jambes ne sont pas si fortes comme si, au lieu de prendre ma voiture, j'allais toujours avec mes jambes. Donc, une technologie qui va amplifier la présence, comme celle que est la technologie qui nous permet de nous voir maintenant, et qui va potentier ma présence dans le monde, qu'est-ce que rend plus faible? Si je suis l'idée de McLuhan, je dirais qu'il rend plus faible ma présence ici et maintenant, me délocalise, me déracine. Je ne sais pas si ça a un effet après une séance. Peut-être non. Mais je ne sais pas quel effet ça peut avoir après une année, après 10 années, après 10 années que tout le monde est plus présent dans le monde de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je sais que les enfants ont, les enseignants des écoles primaires me disent que les enfants sont très différents qu'il y a 20 ans. C'est bien plus difficile qu'ils sont enracinés, ils sont capables de faire une chose à la fois, pas 10. Ils sont capables d'être assis dans un lieu, pas de se mobiliser continuellement. Les troubles de l'apprentissage, les troubles de l'attention sont... Donc, il faut, je pense, tenir ouverte cette question. Ça marche bien, la thérapie fonctionne, mais quel est l'effet sur l'expérience de base? Je pense qu'on ne peut pas encore le voir. Mais c'est important de tenir ouvert la pensée sur ça. Oui, j'aime beaucoup le fait que tu ne fermes pas et que tu restes vraiment dans, étant un phénomène extrêmement nouveau, ouvert à attendre aussi des éléments de compréhension qui puissent émerger. Et moi, je voulais juste ajouter que comme impact quand même, je sens plus de fatigue quand je termine une journée de visio plutôt qu'une journée en présentiel. Quand je travaille dans mon cabinet en présentiel, je ne suis pas fatiguée. En tout cas, ça va, je suis revitalisée physiquement. Et quand je suis en visio, et ça c'est une expérience qu'on a pu partager entre collègues, il y a une forme de fatigue. Donc peut-être que, est-ce que c'est parce que la modalité d'attention est différente? Est-ce que c'est délocalisation? Ça nous, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le premier phénomène de différence, c'est ça. Oui. Oui, et il faudra voir si c'est une question d'apprentissage. Parce que si tu prends un vélo la première fois, tu ne dis pas que tout ça marche bien, hein, c'est plutôt fatigant et peut-être que tu vas tomber. Donc, s'il y a une question d'apprentissage ou s'il y a une
situation qui est essentielle comme effet d'une technologie, parce qu'il n'y a pas de technologie qui nous rende plus puissants, qui nous rend aussi plus faibles. Oui. Je pense que ça, c'est une idée intéressante. Oui, tout à fait. Si tu es d'accord, je demanderai à Gaëlle si elle a des questions. Oui, Oui, c'est absolument le cas. Je peux commencer à vous en transmettre peut-être 4 ou 5 et il y en a d'autres qui arrivent. Donc, une première question de Cécile qui aimerait savoir si l'épuisement vécu pendant le confinement, pour ceux qui n'ont pas vécu, qui ne l'ont pas vécu comme une prise de recul salutaire et qui au contraire l'ont vécu comme une charge mentale, très forte avec le télétravail, les enfants à la maison, le partage des petits espaces, la crainte de la précarité. Donc savoir si l'épuisement vécu pendant le confinement peut être rapproché du burn-out. Et par ailleurs, beaucoup en France ont parlé d'effets traumatiques à propos du confinement. Qu'en pense Gianni? Je pense que l'épuisement d'énergie, comme dans le burn-out, ça peut être approprié de le rapprocher. Le burn-out, c'est une situation qui vient qui est une impossibilité d'avoir encore d'énergie pour affrontare, pour Faire face. faire face. Faire face. Pour faire face à un environnement qui est avec trop de stress. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est pareil dans une situation de confinement qui c'est pas toujours comme il y avait une vignette de la reine Elisabetta d'Angleterre qui disait bien, tous encore dans le château maintenant, tous encore dans vos châteaux. Mais pas tout le monde a un château. Donc, ça peut être vraiment terrible d'être confiné dans des situations comme ça. Donc, oui, je pense que ça peut être pareil à une situation de burn-out. À propos du trauma, je suis toujours un peu suspicieux à parler de trauma parce que je pense qu'il y a une certaine façon, une fashion, une mode de faire rentrer toutes les expériences difficiles comme si fussent des expériences traumatiques. Je ne sais pas ça. Je ne parlerai pas trop facilement de confinement comme une expérience traumatique. C'est une expérience qui peut être difficile, qui peut être soulageante, mais j'éviterai plutôt de parler d'une situation de trauma parce que quand on parle de trauma aujourd'hui, c'est un peu comme une nuit où toutes les vaches sont grises, comme disait Hegel. Si on met la même couleur partout, puis on va tout colorer de cette couleur. Donc, Merci Gianni. Je transmets donc une seconde question de Joël. Gianni, pourrais-tu nous donner un éclairage sur l'accompagnement en thérapie des personnes qui se rigidifient dans le complotisme? Je pense qu'une personne qui se rigidifie dans le complotisme me manifeste une forme de malaise. Donc, parce que c'est pas le complotisme, peut-être ils ont raison, je sais pas, hein? Peut-être qu'on va découvrir que c'était exactement une précise stratégie pour se partager des morceaux de ce planète. Donc, c'est pas ça le point. Le point, c'est la rigidité. Et comme tous les délires aussi, c'est pas le contenu du délire parce que les astronomistes sont bien plus délirants que beaucoup de mes patients. Donc,
c'est pas le contenu qui fait le délire, c'est la rigidité. Donc, si j'ai une personne qui est rigidement complotiste, le point, c'est de voir cette rigidité et la réponse à quoi. Normalement, la rigidité, c'est une réponse à une peur si grande qui n'est pas, qui ne permet pas d'être ouvert à la réalité et à la nouveauté. Donc, je dirais voir quelle est à quoi la rigidité répond. Merci Gianni. Une troisième question donc de Régine. Dans vos pratiques cliniques, voyez-vous augmenter les problématiques autour des contraintes existentielles depuis cette crise? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si je vois augmenter... Est-ce que vous voyez augmenter, est-ce que tu vois augmenter dans ta pratique clinique des clients qui arrivent avec des problématiques de contraintes existentielles, des problématiques existentielles qui sont mises en avant? Je sais, je suis pas sûr de vraiment comprendre la question, Régine. Je m'excuse de ça. Ce qui me vient, c'est que, à part ma pratique clinique directe, ici à Turin, nous avons un centre de psychothérapie accessible, c'est-à-dire c'est une équipe qui travaille avec des prix qui sont plus bas pour des gens qui ont des problèmes économiques. Et donc, étant le superviseur là-bas, j'ai une perspective clinique plutôt grande parce que le centre suit, je pense, 250 patients. Et ce que je vois, je dirais, ce que je vois à travers les thérapeutes, je dirais qu'il y a une augmentation de quelque chose qu'on voyait déjà avant de la pandémie, et c'est une augmentation de la désorientation. On dit désorientation? Désorientation. Oui. Oui. On perd l'orientation. Oui. Surtout des jeunes qui vont de 15 à 35 ans sont dans une phase de beaucoup de manque de n'importe quel repère. Il y a un sens de vide, de perte, je dirais, il n'y avait pas quelque chose qui constituait de l'intérieur. Il y a un manque de quelque chose qui te constitue de l'extérieur, dont tu perds la forme. Et donc, le thème existentiel devient qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je vais? Qui est-ce que je suis? C'est un thème existentiel de définition de soi qui est très fort et qui a eu une augmentation. Je pense qu'avec un paysage social qui devient, comme je disais, un brouillard avec une attente, il n'y a pas une constitution de l'extérieur. Tout est incertain. Et donc, c'est très difficile de se constituer, de se définir en rapport à ce qui se passe. Ce qui se passe est toujours pas clair, incertain, mobile. Donc, il y a des personnalités que je dirais gasseuses. C'est plus que liquide. Parce que liquide, le liquide répond très bien à une force gravitationnelle. Ce qui est gazeuse est encore plus indéfini. Nous avons vraiment beaucoup d'accès de jeunes, mais de jeunes jusqu'à 35 ans, je dirais, de jeunes qui ont cette personnalité un peu gazeuse, qui est très difficile de définir, de se définir. Et comme on parlait hier soir avec Michaela de ça, et on disait qu'une chose à savoir dans la clinique, c'est que dans ces situations-là, tu n'as pas besoin de
trouver quelque chose qui n'est pas déjà là. C'est tout déjà là. C'est un problème d'une forme qui manque. C'est un problème grave de personnalité. Et ça, je l'ai vu augmenter. Oui, on a augmenté aussi, comme je disais, les symptômes. Mais les symptômes sont seulement les petites formes des façons d'être au monde. Donc, la désorientation, je dirais, c'est quelque chose de fort qui est en train d'augmenter. Merci, Gianni. Il y a... J'imagine d'avoir un peu touché ton intérêt, je ne sais pas. Deux questions convergentes. Une question de Marie-Pascale. Quelles sont les compétences particulières à renforcer dans cette situation où nous sommes, en tant que thérapeutes, dans le cyclone avec les clients? Et Véronique, quels seraient les risques psychologiques pour les thérapeutes qui font en même temps l'expérience avec les patients du bain commun Covid, crise sanitaire, sociale, économique, etc. Oui, je pense que il y a des risques personnels et des risques cliniques. Un des risques cliniques, c'est que on voit seulement l'effet de la pandémie et on perd les spécificités cliniques du sujet, du spécifique client. Par exemple, il y avait en supervision il y avait une collègue qui portait l'expérience d'une docteur anesthésiste qui travaille dans un hôpital Covid et avec tout le stress, la nécessité de choisir si un patient va mourir ou va vivre, vous pouvez imaginer tout ça. Mais cette thérapeute était un peu prise de tout ça, elle perdait complètement la spécificité de personnalité, comme si la situation était submergente, je ne sais pas, la spécificité de ce que cette personne avait besoin dans la thérapie. Donc, il y a le risque de voir d'être un peu submergé de l'effet de la pandémie, ou de l'autre côté, de voir seulement le fait que ce client est fatigué et il a de l'anxiété et oublier que nous tous sommes fatigués et nous tous pouvons avoir un degré d'anxiété. Donc, c'est important de tenir, je dirais, une vision qui est toujours de figure et fond entre pandémie et situation spécifique du patient. Et je pense que c'est plus fatigant d'être dans la même situation que notre client. Nous sommes toujours, on pourrait dire, dans la même situation existentielle des clients. Oui, mais non. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus de plus dans la même situation de notre client. Nous sommes dans la même situation de confinement ou de pandémie ou quelquefois d'incertitude. Donc, ça devient plus important un processus de différenciation. Et encore une fois, et je le dis comme gestaltiste, c'est important pas seulement sentir, c'est important aussi réfléchir. C'est-à-dire, ça, c'est la fonction de se différencier. Qu'est-ce que je sens? C'est très important, mais quel sens a ce que je sens? Quel est le sens de ce que je sens? Et ça, c'est quelque chose que c'est difficile de faire toute seule parce que j'ai besoin du regard de l'autre pour me voir. Donc, je pense qu'avoir, je dirais, plus des contextes où je peux partager et recevoir des feedbacks et me confronter et voir les différences entre moi et notre thérapeute, entre moi et mon superviseur. Se différencier de ce champ, ça devient pour moi le point de santé pour nous. Et parce que le risque, c'est de ne pas se rendre compte de ce qui se passe entre moi et mon patient parce que je suis dedans la même mer.
Et, et ça, c'est un risque, je pense, qui est plus grand maintenant. Merci Gianni. Je rebondis sur l'idée de réfléchir avec une réflexion, question de Marius. Le ralentissement plutôt que l'accélération après le lockdown au printemps ou le slowdown actuel constitue donc un ajustement créateur. Cela pourrait nous amener en thérapie à vouloir ralentir, créer un espace de calme. Face à cette bipolarisation de la société, quel serait un ajustement créateur au niveau de la société que nous pourrions soutenir? Bien, l'ajustement créateur dépressif et maniacal sont des ajustements créateurs qui entrent en place en phase de la disconnexion. C'est-à-dire la dépression est un résultat et un ajustement créateur et la mania est un ajustement créateur quand il y a une déconnexion. Donc, quand tu as une déconnexion, tu peux accélérer pour ne pas tomber ou tu peux t'anesthésiser, si on dit comme ça. Anesthésié. Tu peux t'anesthésier pour ne pas sentir la déconnexion. Comme disait Thomas Eliot, Hell is there where nothing connects. L'enfer, Sartre disait, c'est les autres. Thomas Eliot disait, l'enfer, c'est là où rien connecte. Rien ne connecte pas. On dirait comme ça, je pense. Donc, je pense que soutenir le lien, c'est soutenir un monde à ne pas être trop fou dans une dynamique maniacale et dépressive. C'est soutenir le lien, c'est soutenir... mais le lien, c'est pas... Je pense que, et ici c'est le point pour moi aussi du risque des technologies, le lien, c'est aussi un lien entre êtres humains qui sont enracinés dans un ici et maintenant, dans un lieu, avec une table de bois. C'est-à-dire, le lien ne passe pas seulement entre un lien qui est narratif, mais le lien doit être un lien incorporé. Donc, je pense que quand je dis lien, je ne peux pas dire seulement un réseau de connexion online. J'ai besoin, je pense, de me connecter quand je suis localisé. Ça, je pense que ça, c'est un point très intéressant. Parce que si l'être humain est être moi dans ma situation, si je me connais sans être connecté dans ma situation, je ne me connais pas réellement. C'est-à-dire qu'avant de me connaître avec toi, je dois être connaître dans ma situation. Et alors, c'est une connexion qui, je dirais, me fait sentir que je ne suis pas isolé. Sinon, si je me connais, mais je suis déconnecté de ma situation, à la fin, je ne peux pas assimiler vraiment d'être connecté avec toi. Parce que je pense que originellement, je suis moi et ma situation. Dans ça, je pense que la gestalt thérapie et tout ce qui est connecté à l'existentialisme ou la phénoménologie est très clair. Je ne peux pas connecter à toi et déconnecter de ma situation parce que ce ne serait pas moi qui se connais à toi. C'est trop compliqué peut-être ce que je dis, mais il me semble clair à moi. Je suis peut-être un peu déconnecté. On verra si Marius est satisfait de la réponse ou s'il a des choses à ajouter. Okay. Et donc, c'est que tu dis, c'est qu'il y a un élément quand même, l'élément de l'espace, quand tu dis une table, etc. Donc, il y a quelque chose qui nous contient, qui nous tient aussi ensemble. Oui,
je dirais qu'on peut aller à utiliser un concept de Heidegger, qui est Befindlichkeit. C'est que je me trouve, c'est très simple, je me trouve toujours dans ma situation. C'est une situation qui est locale, qui est corporelle, et que si je vais m'abstraire de ça, la connexion avec toi, ce n'est pas une connexion avec moi. C'est un phénomène dissociatif, ce dont tu parles? Oui, oui, et je pense que le risque, enfin, d'une connexion online, c'est une forme de dissociation. Mais je ne le sais pas, c'est une demande ouverte. C'est là, ce point-là dont tu t'interrogeais tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous affaiblit? Oui. À quel endroit peut-être? Ça, c'est la question ouverte. Ouais. Parce qu'une connexion sans être connectée dans la localisation que je suis, c'est probablement une connexion avec une partie de moi. Donc, ou je fais une reconnexion pour assimiler, ou je reste avec une dissociation. C'est l'idée. Oui. Ok. Merci. Cela rejoint peut-être une question de Sarah sur la question de l'intercorporalité et de l'assimilation. Elle se demande si les gestalthérapeutes assimilent aussi bien, si nous nous nourrissons aussi bien d'un corps en visio que d'un corps présent. Le sentiment de vide qui arrive quand nous fermons notre ordinateur et peut-être la difficulté d'assimilation ne serait-elle pas due à cela aussi, parce que les corps en présence se nourrissent? Peut-être, je ne sais pas. Ce que je dirais que peut-être je sais, c'est que les corps se nourrissent aussi dans une situation online. Je dirais que j'ai beaucoup d'expérience de travail profondément corporel dans une situation online. Donc, il y a un nourrissement aussi dans une situation online. Donc, aller chercher ce qui est différent, c'est pas tout clair à moi maintenant, mais je dirais pas que c'est que ici, dans cette situation, je ne me nourrisse pas. Je pense qu'il y a du nourrissement, il y a de l'assimilation, il y a aussi une coupure quand on termine qui nécessite de l'attention parce que c'est différent de fermer la porte de mon cabinet et d'en sortir parce que nous sommes dans un voyage qui est localisé. Mais quand je coupe la connexion, nous sommes dans deux mondes différents, très vite. Et ça, je pense que nécessite de l'attention. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de nourrissement. J'y tiens à ça. Hein. J'y tiens au fait qu'il y a une dimension corporelle qui passe très bien avec ma voix. Ce n'est pas seulement une vision. C'est une vision, c'est entendre une voix, c'est de ressentir et sentir des choses très clairement aussi. Merci, Gianni. Il y a une question également de Marie. La pandémie accélère-t-elle, selon toi, une prise de conscience de la vulnérabilité de l'humanité et donc du précieux du vivant? Le gestalt thérapeute ne va-t-il pas devenir un thérapeute du contact entre l'homme et son écosystème? J'espère bien. J'espère bien. Avant de la pandémie, les AGT a édité un livre sur des situations de thérapie avec du malaise social, des situations de guerre, des situations de violence, des situations d'abus. C'était un livre plein de violence, de douleur et d'abus. Et on m'a demandé d'écrire une petite préface au livre que j'ai fait. C'est 2 pages. Et je commence en disant qu'il y a beaucoup
il y a beaucoup de données, d'évidence que le monde est en train d'aller mieux. Il y a moins de famine dans le monde, il y a très moins de mortalité, même s'il y a le Covid. Il y a beaucoup plus de awareness, de conscience des problèmes écologiques. Il y a un pape qui a écrit une encyclique, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais c'est une déclaration formale qu'il fait sur l'écologie. Il y a une qualité de l'instruction qui est très améliorée dans tout le monde. Il y a beaucoup moins de pauvreté dans le monde et beaucoup de pays qui étaient pas suffisamment développés vont mieux. C'est très intéressant que si tu fais un questionnaire sur comment est-ce qu'il va le monde, sur toutes ces données-là, les gens répondent avec une attitude très pessimistique, bien plus pessimistique que la réalité. Donc, je pense que nous avons aussi une vision qui est un peu déformée du point de vue avec une inclination avec le pessimisme et qu'il y a deux données, il y a un livre sur ça, il y a des données que dans beaucoup de situations, le monde est en train d'aller mieux. Donc, par exemple, on disait, une façon de dire qu'il y a un problème écologique, c'est que la maison est en train de brûler. Oui, la maison était en train de brûler aussi il y a 15 ans, mais il n'y avait aucune Greta Thunberg qui était en train de le dire. Donc, les jeunes générations, dans beaucoup de cas, sont bien plus sensibles. Quand j'étais un jeune homme, je ne différenciais pas la plastique. Aujourd'hui, si je ne différenciais pas la plastique, mon fils arrive et me dit « Et ça, papa, où est-ce que tu l'as mis ?» Donc, je veux dire que la perception pessimistique du monde, c'est vraiment une section de ce qu'est le réel. Je pense que aussi ici, il faut tenir ouvert ça. Et je pense que notre modalité est une modalité qui nous soutient à tenir ouvert les choses, à voir comme c'est pas l'observation d'un angle, mais c'est l'observation des relations qui est importante. C'est voir ce que nous pouvons voir d'un champ qui est très interconnecté. Donc, je pense que nous avons une modalité qui nous soutient à ne pas réduire, à ne pas nous perdre dans une seule perspective. Je pense que ça, c'est très important de tenir ouvertes les questions. Merci beaucoup, Gianni. Je ne sais pas, Elisabetta, si vous vouliez... J'ai d'autres questions, j'en ai 3 dormantes, d'autres qui vont sûrement arriver, mais peut-être vous vouliez poursuivre l'entretien sur une autre piste ou est-ce que je fais remonter les questions? C'est vous qui me dites. Je pense aussi que c'est presque 9 heures. Oui, voilà. Donc, je poursuis les questions, ça vous convient? Merci beaucoup, Gianni. Une question de Jean-Louis. Cette crise me semble être aussi une crise de la responsabilité individuelle par rapport à l'environnement, évitement, déni, projection, cherchant à chercher un autre responsable de tout. Faut-il travailler autrement cette question dans nos cabinets? Et quelle est à ce sujet notre responsabilité de thérapeute? Bien, il me vient à l'esprit, et je cherche d'être un peu plus court dans mes réponses parce que je suis toujours trop long, mais il me vient à l'esprit le titre d'un livre français de Jean-Marie Robin qui est le changement social commence à deux. Je pense que heureusement, je suis seulement thérapeute dans mon cabinet et là, je veux me prendre toute la responsabilité que je sens d'avoir. Je suis seulement un citoyen entre 7 milliards, mais dans ce coin-là, je veux prendre toute ma responsabilité. Je pense que prendre notre responsabilité dans les limites que nous avons, c'est quelque chose que je ne sais pas si ça suffit pour le monde, mais ça suffit pour ma vie.
Merci Gianni. Et les deux dernières questions, donc convergentes, autour de la thérapie online, une question de Cécile. Y a-t-il à votre sens des contre-indications, je pense notamment selon les thèmes apportés en séance ou les profils psychopathologiques de nos patients, ou des précautions importantes à prendre quand on est en thérapie online? Bien, sur les précautions importantes à prendre, pour la première pour moi qui me vient à l'esprit, qui est fondamentale, c'est l'aspect de la privacy, La de pouvoir, confidentialité. de la confidentialité. Je pense que ça, c'est très important et c'est très facile que dans ces situations où nous n'avons pas la possibilité de rendre sur l'environnement du patient comme nous le faisons dans notre cabinet, ça c'est un point qui est très délicat, selon moi, le point de la confidentialité. Et sur les contre-indications, mais je pense que je prendrai jamais une situation psychotique en thérapie online. Donc, il y a des situations de sévérité qui, qui sont des contre-indications, selon moi, sur la thérapie online. Et donc la dernière question de Lyubov sur la thérapie online, mais autour cette fois-ci des groupes de thérapie en ligne. Elle demande à quoi elle doit faire particulièrement attention en tant que thérapeute. Ce qui est difficile, je n'ai pas de groupe de thérapie en ligne. J'ai une expérience de séminaire et de workshop faite en ligne. Et ce que j'ai appris à faire attention, c'est de ne pas perdre le groupe quand je fais attention à une personne. C'est plus facile pour moi de perdre le groupe et de me concentrer, de me focaliser sur ça. Ce que j'ai appris, que pour ne pas perdre le groupe, l'instrument le plus important, c'est pas la vision, de regarder tous les carrés. L'instrument le plus important, c'est de ne pas perdre mon corps. Parce que c'est à travers mon corps que je sens le groupe, c'est pas à travers la vision. Je pense que ça, c'est un peu à moi, un peu, je pense que c'est général. Je pense que ça peut être important pour chacun de nous. Merci beaucoup, Gianni. Je n'ai plus de questions, mais simplement, je vais vous laisser le soin de conclure. Vous dire tout simplement aussi que, suite à votre demande, oui, Marius te remercie pour cette réponse, Gianni, où il entend à la fois soutenir le patient là où il est et lui permettre de rester connecté à sa situation, très inspiré par le « je suis moi dans ma situation » de Jean-Marie Robine. Et il est très content que cela ouvre à la question de la dissociation possible entre visio, entre le patient et sa localisation corporelle. Oui. Et je vous laisse le soin de conclure. Ouais, je voulais te remercier pour ce moment que tu as partagé avec nous. Quand tu parlais des questions, et j'ai eu à l'esprit cette histoire de ce rabbin qui dit qu'il y a eu beaucoup d'hommes sages dans la Bible qui ont eu beaucoup de questions à Dieu. Mais pourquoi Dieu? Il y a des bonnes choses, des bonnes personnes à qui arrivent des mauvaises choses, et pourquoi il y a les méchants, etc. Et il y a un rabbin qui a vécu les camps de concentration, qui a perdu toute sa famille, qui à la fin de la Shoah, il va à Israël, il fait un hôpital, etc. On lui demande, est-ce que tu aurais des questions à Dieu? Et lui dit, bah oui, et je suis sûre que je pourrais recevoir des très bonnes réponses, mais ça m'intéresse pas. Je préfère rester ici avec les questions et de ne pas faire la paix avec ces réponses éventuelles, avec le mal qu'il peut y avoir, et de continuer à lutter avec ces questions et pas me résigner qu'il y a des gentils qui sont oppressés par des méchants. Et alors, quand tu m'as inspiré, je ne sais pas, ma mémoire m'a fait remonter cette histoire
d'une forme de résistance, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens pathologique, et de continuer à s'interroger, de continuer aussi à chercher, à s'interroger avec d'autres. Donc, de ne pas avoir des certitudes et se donner tout seul les réponses, parce que je pense que c'est très dangereux. Et je suis sûre qu'on va te solliciter. J'espère franchement pas en visio cette fois-ci, mais à Paris, chez nous. Mais voilà, ça a été un moment, en tout cas, riche et très agréable avec toi. Donc, merci beaucoup, Gianni. Merci beaucoup, Elisabetta. Merci beaucoup, Gaël et l'EPG. Et merci beaucoup à tout le monde qui a été avec nous et que j'ai pas pu voir. Mais bien, mais peut-être que si quelqu'un veut me demander un feedback sur l'email, ils peuvent le faire. Très bien, Jenny, merci beaucoup. Alors, il faut quand même que je vous lise. Merci beaucoup pour cette soirée, cette vision éclairante de Jenny. Grand merci de nous aider à penser dans ce contexte si flou, plein de messages contradictoires venant de l'environnement. Merci pour cette soirée à Jenny, Elisabetta. Bon, après, c'est Loïc et moi. Mais merci à Jenny, à l'EPG, pour avoir organisé cette conférence. Merci à, voilà, beaucoup de remerciements. Et merci à vous tous surtout d'avoir été présents. Et je ne peux pas tous les lire parce que ça continue à défiler, mais je vous remercie énormément. Le temps de pause, de recul, de réflexion, la richesse. Voilà. Merci beaucoup, Gianni, pour ta présence ce soir. Merci, Elisabetta, d'avoir coordonné. Merci, Loïc, d'assurer toute la technique parce qu'on ne pourrait pas grand-chose sinon. Et très, très bonne soirée à tous et à toutes. Et je vous dis, vous recevrez donc l'enregistrement très rapidement par mail. Et si ça ne marche pas par Google Drive, vous m'écrivez et je vous fais un envoi par WeTransfer. Voilà. Bonne soirée à Merci, tous. merci à tout le monde. Au Au revoir. revoir. Ciao.